Les disputes de couple ont souvent un point de départ plutôt futile. Et les couples que je rencontre, en tout cas, le reconnaissent souvent assez volontiers en se disant on se dispute vraiment pour des conneries. Mais apparemment, avoir conscience de la futilité, de l'absurdité du motif de la dispute ne suffit pas à faire cesser leurs disputes et leurs conflits. Alors comment on fait justement pour arrêter cette escalade de disputes sans intérêt? Je vais vous proposer quelques clés de compréhension dans cet article pour vous aider justement si vous êtes concerné. Avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter, notamment pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, notamment je reçois des couples, entre autres, mais pas seulement. Je suis aussi conférencière et autrice du blog Est-ce comme c'est et de la chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez cette vidéo. Et c'est un blog et une chaîne sur laquelle j'essaye de vous aider à voir les problèmes émotionnels et relationnels par l'autre bout de la lorgnette, en tout cas d'une manière un peu différente, pour vous aider à les résoudre de manière plus efficace. Vous trouverez plein de ressources sur le blog, sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche ou à vous abonner à la newsletter pour ne pas rater mes articles. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. À noter, cette vidéo est aussi disponible en version écrite sur le blog. Là aussi, le lien est dans la description de la vidéo et il y aura des ressources complémentaires, des livres, etc. dans l'article, donc lien dans la description. Alors zou, c'est parti, on va maintenant parler de ces fameuses disputes futiles et de comment les résoudre. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que j'appelle une dispute futile ? Une dispute futile, c'est quand on entre en conflit, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord à propos de choses en apparence anodine, comme la manière de ranger les couverts dans le lave-vaisselle, la fréquence à laquelle on doit nettoyer le frigo, comment on entretient ou on gare la voiture parfois. Donc franchement, si on y réfléchit bien, en fait, mettre le couvert vers le haut ou vers le bas dans le lave-vaisselle, est-ce que ça va rendre notre vie conjugale plus épanouie ? Je suis pas sûre. Est-ce que ça mérite vraiment de se mettre autant la rate au courbouillon ? Probablement pas non plus, je pense que vous serez d'accord avec moi. Pourtant, il y a des tas de sujets comme ceux-là où on a du mal à lâcher, on a du mal à se mettre d'accord. Alors, justement, comment faire pour se sortir de ces disputes ? C'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Il faut bien reconnaître que dans une vie de couple, dans une vie commune, les motifs de désaccord sont très, très, très nombreux. Quand ces désaccords concernent un aspect matériel, rationnellement, on se dit que ça devrait être assez facile de trouver un compromis. Mais quand chacun de ces désaccords devient une dispute, que ces disputes reviennent encore et encore, si on se dispute une fois de temps en temps et que globalement ça va, ne changez rien, mais quand ça revient encore et que ça devient tendu globalement dans les relations de couple, c'est que probablement le motif apparent du conflit n'est pas l'enjeu de la dispute. Je vais prendre un exemple pour vous aider à mieux comprendre. Alors, c'est un exemple qui est assez fort, mais que je trouve très parlant. Donc, Émilie et Hugues, ils arrivent chez moi et ils me disent, on se dispute sans arrêt pour des broutilles. Est-ce qu'on fait des pâtes aux enfants 2 fois ou 3 fois dans la semaine ? Est-ce qu'on fait les courses au drive ou au supermarché ? Etc., etc. Ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord, en tout cas à trouver un compromis qui satisfait les deux. Et leurs discussions se sont petit à petit transformées finalement en guerre conjugale. Chaque bataille, chaque sujet compte. Et la tension est devenue assez difficilement supportable. Ils en arrivent à ne plus se parler du tout pendant des périodes plus ou moins longues. Donc quand ils arrivent chez moi en thérapie de couple, en accompagnement de couple, leur demande, c'est on veut avoir des outils pour mieux communiquer. Alors, ici, je vais être claire, mon point de vue sur la communication dans le couple ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, c'est assez tranché. Les outils de communication ne sont pas une solution à tous les problèmes de communication. Je partage tout à fait l'avis de John Gottman, qui écrit des livres sur le couple qui sont assez intéressants. Donc il dit la chose suivante: amener les couples à se disputer plus gentiment en leur apprenant des techniques de communication peut réduire leur niveau de stress.
mais c'est rarement suffisant pour redonner vie à leur relation. Autrement dit, les outils de communication ne servent à rien quand ils ne s'attaquent pas au bon problème. Donc, avant de vouloir perfectionner sa communication, il vaut mieux commencer par vérifier de quoi il est question exactement dans ces disputes. C'est quoi le thème, le vrai motif, le vrai enjeu de votre dispute de couple? Alors, j'approfondis avec mon exemple, celui que j'ai commencé à vous apporter. Donc, Émilie et Hugues se disputent pour des broutilles, dans quel sens on met les couverts, à quelle fréquence on va faire les courses, où est-ce qu'on va faire les courses. Mais quand ils se disputent, et ça apparaît petit à petit quand on en parle au cabinet, au fond, ils ne cherchent pas vraiment à savoir quelle est la solution matérielle la plus acceptable pour chacun et la meilleure pour leur famille. Parce que si c'était le cas, il y a belle lurette que l'un, l'autre ou les deux auraient lâché l'affaire et que les disputes auraient disparu. Non. En fait, quand ils tiennent bon sur leur position, en prenant prétexte de la vie quotidienne, ils parlent de complètement autre chose. Émilie, elle parle de la tristesse qu'elle a ressentie pendant ses grossesses. À ce moment-là, son conjoint était tellement préoccupé, concerné par son travail qu'il n'a pas jugé bon de l'accompagner aux échographies, même les échographies principales, on va dire. Elle parle aussi de la souffrance qu'elle a ressentie lors d'un épisode de deuil par la suite, souffrance pour laquelle son conjoint n'a pas montré beaucoup de compréhension. Et son attitude dans ces différents moments a profondément blessé Émilie, et d'autant plus que quand elle lui a exprimé que ça lui posait problème, il a voulu rapidement passer à autre chose. Donc, elle a essayé de passer l'éponge, mais en fait, la blessure, au fond, elle est toujours là. Et au final, quand Émilie tient bon sur ses positions, quel que soit le déclencheur de la dispute, ce qu'elle dit, c'est plutôt « j'ai besoin de réparation, montre-moi que tu compatis et que tu prends soin de moi ». Mais finalement, quand son conjoint lui répond, lui, il dit « bon, c'est bon, j'ai changé, maintenant passons à autre chose », ce qui n'est pas tellement différent de ce qu'il a fait au départ quand elle lui a exprimé sa souffrance. Mais en fait, ces enjeux-là ne sont pas dits. Jamais. Et ils sont pas forcément très clairs, très conscients dans la tête de chacun quand ils arrivent chez moi. C'est à force de discussions et de questions sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qu'on finit par les mettre au jour. Et donc, il est très probable que ces disputes incessantes pourraient continuer aussi longtemps que leur enjeu réel n'est pas abordé. Parce que, donc, on est bien d'accord, lâcher prise, sur les pattes, sur la fréquence des courses, et même sur la manière de prendre en charge un enfant, c'est faisable. Mais lâcher prise sur sa souffrance, sur ses émotions, sur son identité, c'est autrement plus difficile. Donc, les raisons de la difficulté à lâcher prise sur des disputes comme ça sont très nombreuses. Émilie, par exemple, là, dans cette situation, elle est tiraillée entre souffrance et honte. La souffrance la pousse à demander réparation pour ce qu'elle a vécu, mais en fait, c'est jamais suffisant. Et au final, il s'avérera que certaines choses, finalement, ne sont pas pardonnables pour elle. Mais la honte, notamment, entre autres, mais aussi des peurs et des valeurs associées à la séparation, l'empêche finalement de reconnaître qu'elle ne peut pas pardonner. Soit dit en passant, quand même là, on a affaire aussi à cette foutue bienveillance qui voudrait que tout soit pardonnable si l'autre montre un peu de contrition, ce qui n'est pas forcément vrai. Bref, Émilie, elle continue encore et encore à demander une réparation qui ne sera finalement jamais satisfaisante. Son conjoint, lui, Hugues, il reconnaît qu'il a mal agi par le passé, il a changé, c'est vrai, il est beaucoup plus attentionné, mais il a quand même du mal à reconnaître qu'il a pu blesser sa compagne aussi gravement, probablement là aussi un peu bloqué par la honte de son côté. Et donc, il craint aussi que ses efforts soient sans fin. Donc au moment où ils arrivent chez moi, je pense qu'il a assez, sa crainte est justifiée. Et c'est pour ça qu'il s'oppose en fait à Émilie, quel que soit le motif de la dispute. C'est une manière de lui dire, allez, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Donc, évidemment que sa crainte s'avère justifiée, mais qui sait ce qui serait arrivé si lui, il avait lâché prise plus tôt sur le matériel, quelques années plus tôt, s'il avait montré plus de contrition dès le départ. Est-ce que le conflit aurait pris autant d'ampleur? Est-ce qu'Émilie aurait pu pardonner? On ne peut pas refaire l'histoire, mais ces questions-là se posent.
Donc, en tout cas, au moment où ils arrivent, ça fait plusieurs années que ça dure, tant que le couple évite soigneusement le sujet de fond, ne se pose pas la question sur ce sujet, bah, les tensions continueront à être fréquentes et probablement sans fin. Et alors, ici, j'attire votre attention, si on attend trop, les blessures deviennent tellement profondes qu'elles deviennent difficiles à soigner suffisamment et elles compliquent énormément la vie de couple, ou en tout cas une vie de couple confortable. Donc là, je le dis, ce que je constate, c'est que les couples viennent souvent trop tard. Voilà, je ne sais pas comment vous inciter à venir voir quelqu'un, à venir consulter plus tôt, mais souvent les couples viennent trop tard, ça fait plusieurs années que c'est installé, et ça devient très compliqué à résoudre. Bref, une fois ce sujet de fond posé, là, par exemple dans le cas de Hugues et Émilie, ils vont prendre la décision de se séparer. Mais ils le feront plus posément et ça évitera qu'il y ait des nouveaux conflits dans lesquels ils ne chercheront pas à régler le problème de fond, les modalités de garde, etc. Mais ils seront toujours sur l'enjeu émotionnel. Donc le fait de le poser, ça peut aider aussi pour la séparation. Et c'est vrai que les disputes, elles en disent long aussi sur les individus qui composent le couple. On n'arrive pas neutre dans un couple. J'allais dire vierge, on peut arriver vierge dans un couple, mais bon, vous m'avez compris. En fait, on se met en couple avec sa propre psychologie, son histoire personnelle, ses valeurs, ses habitudes, tout ce qui définit comment on gère ses émotions, comment on communique, à quelle communauté on se sent appartenir. Et alors, pour la communauté, ce que ça peut impliquer de réflexes défensifs par rapport au groupe auquel on appartient. Et tout ça n'est pas forcément complètement conscient. Et puis notre bagage, il inclut pas seulement ses enjeux affectifs, émotionnels, il inclut aussi de manière, plus concrète comment on a appris à gérer sa vie, ses finances, son linge, son organisation, son ménage, au sens large. Et se mettre en couple, vivre ensemble, ça suppose de construire un mode de fonctionnement commun. Et ce mode de fonctionnement commun, il va venir remettre en cause ses fonctionnements personnels, plus ou moins, sur certains sujets. C'est vrai dès qu'on démarre une vie commune, ça l'est encore plus quand les enfants arrivent, parce qu'il y a encore plus de sujets sur lesquels on doit trouver un mode de fonctionnement commun. Et c'est là, évidemment, que les choses se compliquent. Tout simplement parce que derrière des sujets anodins de la vie quotidienne se cachent justement des enjeux émotionnels, affectifs, identitaires, souvent inconscients. Je vous donne un autre exemple pour illustrer ça de manière très simple. Je suis en rendez-vous avec monsieur, il s'appelle Philippe, mettons, et je lui demande à un moment donné, mais qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas telle ou telle tâche ménagère? Et là, il me répond du tac au tac, un peu énervé, c'est quand même son boulot à elle. Et finalement, en fait, quand Philippe refuse de faire un certain nombre de choses, il parle, entre autres, de sa représentation inconsciente des rôles dans le couple. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en s'entendant dire cette phrase à voix haute, il est lui-même choqué, en fait, de ce qu'il vient de dire. Il réalise instantanément que cette phrase ne correspond pas à ses valeurs et à la manière dont il conçoit, dont il veut construire son couple. D'ailleurs, il réagit immédiatement en disant « Mais c'est complètement con comme réaction. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ?» Et donc, on n'a pas tellement besoin d'aller plus loin. Il vient, en fait, de rencontrer une part de lui-même qu'il n'avait pas perçue et qu'il n'aime pas trop. Et ça va l'aider à changer, à être plus aligné avec ses valeurs. Alors, attention, ne reprochons rien à Philippe, on a tous et toutes nos petits recoins pas très glorieux quelque part dans notre cerveau. Le tout, c'est de ne pas les laisser prendre les commandes trop souvent sans s'en rendre compte, parce que c'est là où on risque de se retrouver piégé sans comprendre ce qui se passe. J'en profite d'ailleurs pour vous livrer une citation assez parlante à ce sujet, qui est attribuée à Vincent Van Gogh, je ne sais pas si c'est lui ou pas. Cette citation, elle dit la chose suivante: « N'oublions pas que les petites émotions sont les capitaines de nos vies et qu'à celles-là, nous obéissons sans le savoir. » À méditer. Bref, si je reviens à Philippe, du coup, il a fait par la suite sa part beaucoup plus spontanément. Il n'y a pas eu de dispute à ce sujet à nouveau avec sa compagne, des désaccords plus ou moins faciles à régler, mais pas de conflit. Et lui, il s'est senti beaucoup plus aligné avec ses valeurs, moins en conflit avec lui-même et donc, en général, moins avec sa partenaire aussi.
Tout ce qui est en jeu là, c'est nos conflits de loyauté vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de notre communauté, nos peurs de peut-être perdre notre identité, notre fierté aussi. Ben voilà, j'ai construit mon mode de fonctionnement, donc si je l'ai construit, c'est qu'il est bien. Donc pourquoi j'irais le remettre en cause? Nos représentations des rôles de chacun, comme je viens de l'illustrer là. Tout ça va jouer un rôle dans la manière dont on communique, dans la manière dont on va ou pas pouvoir lâcher prise, se mettre d'accord avec les autres. C'est ces enjeux émotionnels-là qui vont souvent rigidifier nos positions dans les disputes et rendre impossible l'accord ou le compromis. Alors, attention, ces enjeux affectifs, émotionnels, inconscients ne doivent pas devenir un prétexte pour justifier votre propre rigidité ou pour rejeter sur l'autre la faute du conflit. En fait, quand on est concerné par un enjeu affectif, émotionnel, inconscient, on va souvent justifier sa position par des arguments en apparence très rationnels, mais ce que je constate, c'est que cette rationalité, souvent, elle ne tient pas longtemps face à une personne un peu plus neutre, comme un thérapeute de couple. Quand je questionne les tenants, les aboutissants, en quoi la position de l'autre est pas bien, c'est un peu flou. Et c'est justement ce travail-là qui va permettre de les mettre en évidence, ces enjeux émotionnels sous-jacents. Mais quand on est dans le couple, c'est plus difficile de réfléchir là-dessus et de lâcher, surtout quand le conflit dure depuis longtemps. Donc ça, j'en reparlerai un peu plus loin dans la vidéo, où je vais parler d'escalade d'engagement. Mais donc, ça signifie deux choses pour votre couple à vous. D'abord, vouloir absolument faire prendre conscience à l'autre que c'est un enjeu inconscient qui bloque la communication. Ça, c'est généralement voué à l'échec. Plus on va insister, plus on risque d'activer des réflexes défensifs. Deuxièmement, là aussi dans le choix des thérapeutes, si vous décidez de vous faire accompagner, un thérapeute de couple doit prendre des précautions. Il n'est pas question d'étaler les tripes de chacun devant l'autre. Chacun, de mon point de vue, doit pouvoir garder ses parts d'ombre pour lui. J'ajoute même, à mon avis, que c'est aussi indispensable pour préserver une forme de désir, d'attirance l'un pour l'autre. Mais bref, donc c'est pour ça, par exemple, que recevoir les gens séparément, y compris dans un accompagnement de couple, me semble une nécessité. Mais j'en reparlerai à la fin de cette vidéo aussi pour vous expliquer la manière dont je conçois le travail avec les couples. Bon, alors, donc petit conseil pour votre propre couple, je vais un petit peu plus loin. Même si vous pensez avoir identifié un enjeu émotionnel ou affectif chez votre partenaire, bon, déjà, pensez à faire le travail pour vous, mais prenez vos précautions avant de le dire. Et puis, une fois que cet enjeu est posé, que vous pensez l'avoir identifié, n'insistez pas. Laissez le temps à l'autre de cheminer, sinon vous risquez de provoquer encore plus de résistance. Souvent, je dis parfois, il faut choisir entre avoir raison et mieux communiquer. Enfin, évidemment, nos disputes, elles parlent aussi de la dynamique qui existe dans notre couple, de nos positions respectives dans la relation. Voilà, je peux tenir bon sur un motif en apparence futile parce que j'ai l'impression que mon partenaire ne me respecte pas suffisamment, m'infantilise, et du coup, je vais essayer de tenir bon pour essayer d'obtenir ça, un peu plus de reconnaissance, un peu plus de valorisation. À l'inverse, j'ai peut-être l'habitude d'avoir toujours le dernier mot, et même si objectivement le sujet est peu intéressant et que pourquoi vouloir tenir bon absolument, j'ai pas envie de perdre cette position un peu dominante, et du coup je vais tenir bon. Donc en un mot comme en 100, moins se disputer, ça ne consiste pas uniquement à acquérir des outils de communication. Tout simplement parce que nous ne serons pas en mesure de les utiliser si tous ces enjeux personnels et de relations n'ont pas été tirés au clair. Donc je martèle un peu, mais ça me paraît quand même extrêmement important. Alors parlons maintenant de l'escalade d'engagement, qui est aussi une cause de disputes sans fin dans le couple, en tout cas un facteur aggravant de disputes sans fin dans le couple. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'escalade d'engagement? Donc c'est pas l'engagement dans le couple, c'est l'engagement dans une direction donnée. Comment je pourrais le décrire très simplement? En fait, l'escalade d'engagement, c'est quand notre cerveau nous pousse à persévérer dans une voie ou dans une action, même si cette voie ou cette action commence à s'avérer objectivement néfaste ou pas très productive pour nous. Le biais d'engagement, en une phrase, c'est plus on s'engage dans une décision, dans une façon de faire, plus il est difficile de revenir en arrière. Chaque pas
nous pousse à faire le suivant et c'est plus difficile de faire un pas en arrière. Soit dit en passant, ce biais est extrêmement bien décrit dans le livre Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans d'autres articles sur le blog. Vous trouverez les références dans les ressources sur le blog, le lien est dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça va faire l'escalade d'engagement dans les disputes de couple? Chaque fois que je prends position d'une certaine manière sur un certain sujet, ça sera plus difficile pour moi de changer d'avis, même si je m'en rends pas compte. Donc ça va évidemment compliquer la résolution des disputes sur le long terme. Chaque dispute va rendre un peu plus difficile l'assouplissement et la résolution d'une manière différente. Voilà, donc ça milite aussi dans l'idée de n'attendez pas trop longtemps avant de consulter si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui coince. Alors que retenir de cet article pour mieux résoudre ces disputes de couple? 1. Les outils de communication sont utiles, mais ils ne permettent pas de résoudre tous les problèmes de communication dans le couple. 2. Il existe de nombreux enjeux émotionnels, affectifs, personnels, relationnels qui peuvent compliquer la résolution des conflits. En gros, si vous vous disputez souvent pour des motifs en apparence futiles, il y a de fortes chances que ce soit l'un de ces enjeux qui complique la donne. 3. L'escalade d'engagement peut rigidifier la relation et empêcher une résolution facile de conflits, même en l'absence d'enjeux émotionnels et relationnels. Alors voilà quelques pistes concrètes pour vous aider à faire autrement. Rappelez-vous que se disputer sur la manière de mettre la table ou d'entretenir la voiture, c'est pas forcément le meilleur moyen d'obtenir la relation dont vous rêviez. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise sur ces sujets en apparence anodins, c'est probablement qu'il y a autre chose que le concret en jeu. Ne sous-estimez pas la difficulté que ça peut représenter. Je note aussi que ça marche aussi pour définir la fréquence acceptable des rapports sexuels. S'il y a des disputes à répétition dans votre couple, demandez-vous ce qui est en jeu exactement. Qu'est-ce que vous attendez comme changement chez votre partenaire, comme changement d'attitude, comme changement dans votre relation? Parce que cette question vous permettra d'avoir un peu plus conscience des enjeux, en tout cas au moins personnels ou relationnels qui sont en place. Quand vous avez commencé à identifier un peu mieux ces enjeux, vous pouvez les communiquer à votre partenaire au bon niveau. Donc en lui précisant bien que vous vous rendez compte que le problème, c'est pas le concret, le factuel, l'organisation, mais que c'est un niveau émotionnel, affectif, relationnel. Ça ne garantit pas que l'autre va changer, mais au moins les choses seront claires. Et attention, évitez d'insister pour que l'autre exprime aussi ou réfléchisse sur ces enjeux, pour éviter de provoquer trop de résistance. Dernière chose, c'est assez difficile souvent de les conscientiser, de les exprimer, de les percevoir seuls. Donc c'est souvent nécessaire là-dessus de se faire aider par une personne extérieure, notamment si ça fait longtemps que ça dure. Donc j'en profite pour glisser quelques mots sur mon travail d'accompagnement de couple ou d'accompagnement sur des problèmes de couple. Alors je fais une distinction entre les deux. Pourquoi ? Accompagnement de couple, ça veut dire que je reçois les deux partenaires. Et accompagnement pour des problèmes de couple, je peux recevoir un seul des deux partenaires, celui ou celle qui peut ou qui veut venir. Alors pour certains, ça peut être un peu choquant de se dire « Ah, comment je reçois qu'une des deux personnes ?» Mais en fait, dans l'approche que je pratique, qui est le modèle systémique et interactionnel de Palo Alto, c'est tout à fait possible de résoudre une grande partie des problèmes de couple en ne travaillant qu'avec un seul des deux partenaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, on va travailler sur les enjeux personnels s'il y en a. Donc ça va déjà changer certaines réactions, donc certaines interactions, ça va déjà changer l'équilibre du couple. On va aussi travailler sur la manière dont la personne qui vient réagit aux enjeux du partenaire. On ne va pas lire dans les pensées du partenaire, mais on va se dire, tiens, si c'est ça, on va faire des hypothèses. Si c'est ça, peut-être que réagir de telle ou telle manière pourrait changer la donne. Et donc, ça change l'équilibre. Et assez souvent, ça résout le problème de couple sans que l'autre ait besoin de venir. Pas toujours, évidemment, mais en tout cas, ça aide la personne qui vient à y voir plus clair sur cette relation, sur ce qui est acceptable, pas acceptable.
Quand je fais de l'accompagnement de couple à proprement parler, c'est-à-dire où je reçois les 2 partenaires, je propose quasiment toujours un travail individuel. En gros, je vois le couple ensemble, souvent à la première séance, ils viennent tous les 2 et ensuite chacun fait au moins 1, 2, parfois plus séances individuelles. Et ensuite on se revoit à 3 selon les besoins, parfois simplement pour une séance de clôture parce qu'il n'y a pas besoin de séance intermédiaire. Donc ça peut être utile aussi de parler de l'histoire du couple, de ce qui s'est joué par le passé. C'est un des rares sujets sur lesquels, pour moi, c'est important de parler du passé. Pourquoi? Parce que comprendre comment vous êtes en relation dans le présent, ça passe par comprendre ce qui s'est installé, en fait, dans le passé, les règles implicites qui se sont installées. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements de couple et éventuellement prendre rendez-vous, vous pouvez le faire directement en ligne, donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo. À noter, pour les couples, je préfère quand même vous voir en vrai. Donc moi, j'ai un cabinet à Aix-les-Bains, en Savoie, et à Aoste, en Isère, plutôt qu'en visio. Alors on peut faire des choses en visio, mais c'est un peu plus compliqué. Bon, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qui me paraissait intéressant. Je vais vous donner quelques ressources qui peuvent être un complément à ce que j'ai dit là. En podcast, j'aime beaucoup le travail d'Esther Perel, et notamment son podcast Where Should We Begin? Donc Esther Perel, c'est une thérapeute de couple française qui exerce aux États-Unis. Et dans ce podcast Where Should We Begin? Elle propose finalement des premières séances commentées. C'est-à-dire elle reçoit un couple, elle les interroge et elle commence à mettre au jour les premiers enjeux personnels, relationnels. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des extraits de l'entretien et puis il y a des commentaires sur les enjeux qu'elle perçoit, la manière dont elle va poser la question, les aborder, etc. Donc le podcast est en anglais, mais si vous maîtrisez un peu la langue, le niveau n'est pas exceptionnellement compliqué. C'est assez intéressant et ça donne un aperçu un peu de la manière dont je peux travailler. Je ne fais pas tout pareil qu'elle, mais quand même c'est intéressant. Je vous donne aussi quelques livres intéressants sur le couple. La thérapie de couple et de la famille, thérapie familiale de Virginia Satir, qui est vraiment à l'origine des thérapies systémiques. Un livre super pour les couples, les couples heureux ont leurs secrets, de John Gottman. Bon, le titre est un peu trop prometteur, mais il y a des exercices pratiques, il y a des pistes de réflexion qui sont assez chouettes. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de livres sur les couples qui trouvent grâce à mes yeux. Et puis surtout, je vous invite à lire, si vous avez envie de réfléchir sur le sujet, des livres de sociologie sur le couple, qui sont une vraie mine d'or pour comprendre les fonctionnements de couple. Et c'est bien mieux que les livres de psychologie, je trouve. Donc quelques-uns, La trame conjugale, analyse du couple par son linge, de Jean-Claude Kaufmann, où il détricote un peu comment la manière dont on gère le linge en dit long sur des enjeux inconscients dans le couple. Un autre livre de Jean-Claude Kaufmann, Pas envie ce soir, le consentement dans le couple. Alors après, il y a aussi les travaux de François de Singly, qui sont vraiment géniaux, qui est, de mon point de vue, un peu plus féministe que Jean-Claude Kaufmann, mais je vous laisse découvrir. Donc le soi, le couple et la famille, libre ensemble, l'individualisme dans la vie commune. Donc voilà, plein de lectures qui vous permettront une bonne réflexion. Bon, eh ben, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, vous pouvez me le faire savoir en faisant un don sur Tipeee, une plateforme de pourboire participatif. Le lien sera dans la description de la vidéo. Vous pouvez tout simplement aussi relayer cette vidéo plutôt, à vos amis, sur les réseaux sociaux, commenter, ça me fera toujours plaisir aussi. Si vous ne voulez plus rater aucune vidéo, aucun article, être informé de mon actualité, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Le lien est dans la description de la vidéo et vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Merci de votre écoute et à bientôt!